Vraiment, les philosophes ne comprennent rien à la liberté et vous allez voir que j'en étais moi-même un bon exemple. Oui, je vais m'auto-débunker, ça va pas être tendre. Alors je précise que je vais parler de liberté au sens où on l'entend, disons, dans des expressions du type avoir fait librement ceci ou cela, s'être décidé librement, avoir choisi librement, etc. Ce qui a trait avec ce qu'on appelle le libre arbitre en français ou free will en anglais. J'ai fait des vidéos récemment où je parlais de liberté plutôt sous l'angle politique, le rapport aux lois dans un état, tout ça, et donc c'est pas ce type de choses qui va m'intéresser ici, ce sont pas ces vidéos que je vais auto-débunker, elles sont très bien ces vidéos. Non, la vidéo dont je vais être forcé de dire un peu de mal, c'en est une que j'ai faite il y a 5 ans, oui 5 ans, ça nous rajeunit pas, une des toutes premières de ma chaîne à vrai dire, sur le déterminisme et la liberté, où j'explique en substance pourquoi agir librement est incompatible avec le déterminisme. Et vu qu'il semble bien que nos comportements à notre échelle sont causalement déterminés, il faut conclure que nous ne pouvons pas agir librement. Et oui, c'est comme ça. Nous ne sommes pas réellement libres de nos actions. Et quand je revois cette vidéo, ça me pique pas mal, je dois dire, et pas seulement parce qu'elle est vieille et que ça fait toujours mal de revoir ses débuts, mais aussi, une fois n'est pas coutume, parce que j'en suis venu à être profondément en désaccord avec ma façon de présenter les choses. Pourtant, ce que je dis dans cette vidéo est parfaitement classique. Je dis qu'il y aurait deux conditions caractéristiques pour qu'une action soit considérée comme libre. Il faudrait qu'il soit réellement possible d'agir autrement dans les mêmes circonstances, et il faudrait que je m'auto-détermine à agir, c'est-à-dire que ce qui détermine mon action soit ma propre volonté seulement, sans être déterminé par des circonstances extérieures. Et ça, je le justifie dans la vidéo en disant en gros, c'est ça que ça veut dire agir librement, si, t'inquiète, je m'y connais, et en mentionnant vite fait un paquet de grands noms de l'histoire de la philosophie qui donne effectivement des définitions qui ont ce goût-là. Et si vous avez eu un cours de philosophie en terminale, c'est très probable qu'on vous ait parlé de la liberté ou du libre arbitre d'une façon qui fasse ressortir ces deux traits. Alors même pour m'en assurer, j'ai fait passer un questionnaire à des profs de philosophie qui pour la plupart enseignent en lycée en France, oui, j'ai un peu la manie des questionnaires en ce moment. Et les résultats sont clairs, chacune de ces conditions recueille l'approbation de 75-80% des profs, et 90% définissent le libre arbitre à partir d'au moins une de ces deux conditions. Donc oui, c'est ultra méga classique, et moi-même si je devais faire une brillante dissertation sur la liberté pour passer la grecque de philosophie, Dieu m'en garde, c'est en ce type de sens que mes examinateurs s'attendront à ce que je prenne le terme. Pour la suite, je vais appeler ça la définition classique de la liberté, et même si en réalité la majorité des philosophes contemporains rejettent cette définition, donc oui, mon titre de vidéo est une exagération putaclic, je parle pas vraiment de tous les philosophes, ça reste une définition donc très acceptée, notamment en France, en témoigne mon petit questionnaire, et surtout elle n'est pas spécifique aux philosophes. La plupart des scientifiques qui se piquent de parler de libre arbitre ou de liberté, généralement sans connaître grand chose au débat contemporain, vont comprendre le terme précisément dans ce sens-là. The idea of free will is both incompatible with the laws of nature and entirely meaningless. You are here to hear what the science says, so I will tell you what the science says. Le meilleur ou le pire exemple de ça, c'est le neuroscientifique Sam Harris qui a carrément écrit un livre sur le sujet intitulé Free Will, en toute modestie. Et vous avez peut-être vu aussi passer cette vidéo de la physicienne Sabine Ossenfelder qui est excellente quand elle parle de physique, et quand elle parle de libre arbitre, eh bien elle le prend au sens classique et elle nous explique avec une bonne dose d'arrogance que le libre arbitre n'existe pas et que ceux qui ne sont pas d'accord avec elle sont plus ou moins des crétins. Bon, elle fait un peu ça aussi quand elle parle de physique, mais au moins quand elle parle de physique, elle s'y connaît. Le principal problème avec le libre arbitre classique, c'est qu'il semble juste impossible de le concilier avec le déterminisme. Alors juste pour rappel, dire qu'un système est déterministe, ça veut dire précisément que, étant donné un premier état de ce système, il n'y a qu'une seule évolution possible de ce système, tous les états postérieurs sont déjà déterminés. Ce qui ne veut pas dire que ces états sont réellement prévisibles. J'espère que vous avez tous écrit sur votre frigo, déterministe ne veut pas dire prévisible, et je vous renvoie à mon épisode précédent pour plus de détails là-dessus. Mais donc pourquoi le déterminisme s'oppose-t-il à la liberté selon cette définition classique? Eh bien d'une part, si mon comportement est déjà déterminé par des conditions antérieures, ça s'oppose à la condition d'autodétermination, puisque ce sont ces conditions antérieures, extérieures à ma volonté, qui me déterminent en fait. Et d'autre part, le déterminisme implique que, étant donné ces conditions antérieures, il ne peut se produire qu'une seule chose, et donc il est réellement impossible que j'agisse autrement dans les mêmes circonstances. Et voilà, donc les deux conditions classiques de la liberté ne sont pas satisfaites, et donc si je suis déterminé, je ne suis pas libre.
bigre. Alors on pourrait penser qu'il suffit de rejeter le déterminisme pour sauver notre liberté, mais d'une part c'est quand même difficile de rejeter toute forme de déterminisme concernant nos actions, et puis en fait le libre arbitre classique ne semble même pas beaucoup plus cohérent dans un cadre indéterministe. Donc non, la physique quantique ne nous rendra pas notre liberté. Oui, le ta gueule c'est quantique existe aussi pour la liberté. C'est jamais très convaincant comme approche. Bref, le libre arbitre classique est juste le punching ball préféré des philosophes et plus encore des physiciens, neuroscientifiques ou autres qui adorent expliquer pourquoi c'est leur discipline qui a réfuté le libre arbitre pour de bon. Franchement, si un scientifique à 50 ans a pas réfuté le libre arbitre, c'est qu'il a raté sa vie. Prenez exemple sur Samaris, que diable. Mais franchement, c'est mérité quelque part. Comme je le dis dans ma vieille vidéo, supposer qu'on a un libre arbitre au sens classique, c'est supposer qu'on a une sorte de petit super pouvoir personnel capable de produire un miracle chaque fois qu'on le veut, littéralement. Et donc oui, c'est plutôt ridicule qu'autre chose. Je suis tout à fait d'accord avec ça en fait. Pour user de la belle formule de Spinoza, cela revient à considérer l'homme dans la nature comme un empire dans un empire. Au sens où dans l'univers régi par les lois de la nature, l'homme serait comme une sorte de petite enclave indépendante, rebelle, où on ne sait trop pourquoi ces lois ne s'appliquent plus. Mais du coup, qu'est-ce que je reproche à cette vieille vidéo si je suis d'accord avec ça? Eh bien, c'est son point de départ, c'est la définition classique du libre arbitre qui me pose un gros problème. Alors ici vous pensez peut-être, oh non, il va nous faire le coup minable de changer le sens du terme. Évidemment, si on se permet de définir la liberté comme le contenu de ce verbe, la liberté existe et son abus est dangereux pour la santé. Oui, c'est de la vodka. Mais bon, c'est réduire le truc à une dispute sémantique sans intérêt. Ou devrais-je dire une querelle langagière, une bisbille verbale? I also find it unenlightening to have an argument about the use of words. If you want to define free will in such a way that it is still consistent with the laws of nature, that is fine by me, though I will continue to complain that's just verbal acrobatics. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, on va voir qu'il y a aussi un désaccord sur des faits, et au moins aussi un désaccord pratique sur la meilleure façon d'articuler son discours sur la liberté et le déterminisme. Mais surtout, même si ce n'était qu'une pure dispute sémantique, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir tort dans une dispute sémantique si à un terme qui a un sens intuitif et cohérent d'un côté, on donne de l'autre côté un sens absurde et contre-intuitif. Il y a un sens à dire que vous auriez tort d'appeler ça la tour Eiffel par exemple. Ce serait pas terrible pour se faire comprendre si vous voulez juste un verre de vodka. Faut bien comprendre que libre arbitre n'est pas juste un terme technique de philosophe comme entéléchie, illémorphisme ou ipséité. Personne n'a de compréhension intuitive de ce qu'est l'ipséité, et c'est pas grave, je vous en veux pas. Et du coup, si on établit que ce concept d'ipséité n'a finalement pas de sens d'après nos connaissances scientifiques actuelles, ça n'intéressera pas grand monde hormis une poignée de philosophes qui savent ce que c'est. Et après, ce sera quoi? Ce sera la quiddité qu'on voudra nous prendre? Ouais, je fais des blagues de métaphysique médiévale, ouais, c'est très pointu cette chaîne. Par contre, on a presque tous une compréhension intuitive de la liberté, de ce que ça veut dire d'agir librement ou pas, et aussi de la notion de libre arbitre. Même si elle semble un peu plus technique, c'est quand même raisonnable de s'attendre au moins à ce que ça ait un rapport avec l'idée intuitive d'action libre. Et c'est bien pour ça qu'un article intitulé « Le libre arbitre n'existe pas », ça nous intéresse a priori bien davantage qu'un article intitulé « L'entéléchie n'est que chimère ». Et pourtant ça sonne super bien ça, l'entéléchie n'est que chimère. Mais on s'en tape de l'entéléchie. Triste époque. Le philosophe ou le scientifique qui réfute le libre arbitre et qui conclut « Ouvrez les yeux enfin et acceptez l'amère vérité, nous ne pouvons jamais agir librement ». Non, jamais. Et je me moque de moi d'il y a 5 ans parce que c'est à peu près ce par quoi j'ai terminé ma vidéo en fait. Nous ne sommes pas réellement libres de nos actions. En tout cas pas au sens où nous avons défini la liberté. Devant ces grandes affirmations, on pense a priori que le mot libre et ses dérivés sont employés d'une façon qui suit au moins à peu près ce que nous en comprenons ordinairement, ou au moins qui ne s'en éloigne pas trop. C'est bien parce que vous comprendriez le terme au moins approximativement comme votre interlocuteur que vous seriez enclin à trouver intéressant ce qu'il vous raconte sur l'inexistence du libre arbitre. Sinon ce serait un peu se foutre de votre gueule pour le coup. Et de fait, ceux qui parlent du libre arbitre au sens classique, ils supposent généralement que cette définition classique doit correspondre ou découler des intuitions communes sur la liberté d'une façon ou d'une autre. This, I think, is how most of us intuitively think of free will. Let me tell you what's wrong with this intuitive idea. Par exemple, je le dis pas explicitement dans ma vieille vidéo, mais c'est clairement sous-jacent. Ce qui justifie que je m'appuie sur cette définition, c'est pas juste ces belles citations de philosophes. Les citations de philosophes, elles sont plutôt là comme une sorte d'indice du fait que les deux conditions de la définition classique sont bien pertinentes et intuitives, vu que tant de philosophes les ont proposées, justement. La définition
définition philosophique est plus précise et mieux délimitée, mais ça reste dans l'esprit de ce qu'on veut dire intuitivement quand on dit qu'on est libre de faire ceci ou cela. T'inquiète, je suis philosophe, je m'y connais en intuition. C'est bien pour ça que lorsqu'on suggère de substituer à cette définition classique une autre définition plus modeste, beaucoup de gens, à commencer par mon moi d'il y a 5 ans, vont dire qu'on joue sur les mots, que c'est un vulgaire tour de passe-passe sémantique. That's just verbal acrobatics. Kant, par exemple, disait que c'est un misérable subterfuge qui ne peut convaincre que les faibles d'esprit. Ah, toujours sympa ce petit Kant. Non mais liberté, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est pas la peine de tricher avec ça. La définition classique, c'est le sens par défaut dans lequel un interlocuteur de bonne foi doit prendre ce terme, voilà tout. Ne jouez pas sur les mots, mademoiselle Doré. Et donc, quel est le problème avec ça? Eh bien, supposons que les défenseurs de cette définition classique aient raison sur le fait que leur définition de la liberté soit le sens par défaut du terme et qu'il corresponde ou découle de nos intuitions. Ça supposerait que si on présente une situation dans laquelle il est clair qu'un agent ne satisfait pas cette définition, c'est-à-dire qu'il lui est réellement impossible d'agir autrement dans les mêmes circonstances et ou que son action est déjà déterminée par des circonstances extérieures, alors il devrait sembler intuitif à la majorité des gens que cet agent n'agit pas librement. Et ce qui est bien avec ça, c'est que c'est une affirmation empirique, et donc, ça se teste. Et c'est exactement ce que j'ai voulu tester avec le questionnaire que je vous ai soumis dans la dernière vidéo. Ce que je voulais savoir, c'était dans quelle mesure les conditions de la définition classique de la liberté recoupent effectivement vos intuitions. Et vous avez été plus de 11 000 à exprimer vos intuitions, hein, et ça, c'est beau, c'est quand même beau, 11 000. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Et donc, à votre avis, quels ont été ces résultats? Est-ce que les conditions de la définition classique de la liberté sont vraiment intuitives? Eh ben, spoiler alert, peut-être non, pas du tout en fait. Genre vraiment pas du tout, d'une force quand même assez intéressante. Examinons donc tout ça de plus près et on verra ensuite ce qu'on peut tirer des résultats de ce questionnaire quant à la pertinence de la définition classique de la liberté. Alors notez dans le questionnaire, il y avait aussi des questions sur la responsabilité morale parce que c'est un point souvent évoqué quand on parle de liberté, mais je vais un peu moins m'y intéresser, hein. Peut-être que je ferai un jour une autre vidéo à part sur la question de la responsabilité morale. Ce qui ressort des réponses aux premières questions du formulaire, c'est déjà qu'environ 98% d'entre vous reconnaissent bien avoir une compréhension intuitive de l'expression agir librement. Donc quand tout à l'heure je disais on a presque tous une compréhension intuitive de la liberté, hein, de ce que ça veut dire d'agir librement ou pas, je disais pas ça complètement au pif en fait, hein. Je peux soutenir qu'au moins dans mon public, il y a 98% de personnes qui déclarent avoir une compréhension intuitive de cette notion. Pour le premier scénario où Harry accepte de tuer son voisin pour de l'argent sans être contraint par une menace ou par un besoin d'argent, les résultats sont clairs. En tirant sur son voisin, Harry a agi librement aux yeux d'une majorité écrasante d'entre vous, un peu moins de 90%. Notez que dès cette question, les philosophes sont déjà sensiblement moins nombreux que les non-philosophes à répondre que Harry a agi librement. Il faut toujours qu'ils se fassent remarquer les philosophes. Donc ils sont de base plus sceptiques à l'égard de la liberté, hein, même sans raison particulière ici dans ce scénario. Pour le deuxième scénario où Harry tire sur son voisin en étant sous l'emprise d'une drogue qu'il a prise à son insu et qui l'a plongé dans un état de folie meurtrière incontrôlable, les résultats sont tout aussi clairs, il n'a pas agi librement aux yeux d'une majorité encore plus écrasante d'entre vous. Et notez que j'ai bien précisé qu'on lui a donné cette drogue à son insu. Hein, s'il avait pris cette drogue en connaissance de cause, on serait dans une situation où nos intuitions là-dessus seraient beaucoup plus partagées probablement. Et c'est pour ça que le cas de Sarah Halimi, dont vous avez été nombreux à me parler après la dernière vidéo, n'est pas équivalent à ce scénario. Non. Bon, là c'est sans trop de surprise, hein, mais l'intérêt de ces deux premières questions plutôt faciles, c'est que ça pose deux extrêmes. On a le même geste de tirer sur son voisin, mais un cas où l'intuition commune est clairement que c'est une action libre, et un autre cas où l'intuition commune est clairement que ce n'est pas une action libre. Et on peut dès lors se demander à quoi cette intuition est-elle sensible? Quels éléments vont la faire basculer de oui c'est libre à non c'est pas libre? Si la définition classique de la liberté était correcte, le point de bascule aurait à voir avec ces deux conditions que sont la possibilité réelle d'agir autrement et l'autodétermination. Mais est-ce vraiment comme ça que ça marche? Eh bien, les trois autres scénarios du questionnaire vont pouvoir nous éclairer là-dessus. Le troisième scénario étudie surtout la première des deux conditions, la possibilité d'agir autrement dans les mêmes circonstances. Dans ce scénario, pour rappel, on suppose que si Harry cessait d'avoir l'intention de tuer son voisin, alors un mécanisme dans son cerveau se déclencherait qui libérerait la drogue du deuxième scénario, et donc Harry se mettrait à tirer sur son voisin dans un état de folie meurtrière incontrôlable. Donc, et c'est un point que je soulignais clairement dans la présentation du scénario, Harry ne pouvait pas ne pas tirer sur son voisin en fin de compte dans ces circonstances.
soit il en avait l'intention jusqu'au bout et il lui tirait effectivement dessus, soit il changeait d'avis à quelques moments que ce soit, mais alors il lui aurait quand même tiré dessus sous l'effet de la drogue. Donc il semble bien qu'il n'y ait pas pour Harry de possibilité alternative à l'action de tirer sur son voisin dans ces circonstances. Même s'il n'a pas conscience de cette absence de possibilité alternative au moment de prendre sa décision, il a quand même l'illusion de pouvoir tirer ou pas. Ce type de cas a été introduit par le philosophe Harry Frankfurt en 1969 et c'est d'ailleurs en son hommage que j'ai nommé le personnage de mes scénarios Harry. Tu es un sorcier, Harry. Et on appelle ça des cas de Frankfurt, à ne pas confondre avec les saucisses de Francfort. Pas entièrement sûr de cette blague. Notez bien que les puces dans le cerveau sont pas indispensables pour qu'on ait des cas de Frankfurt. De façon générale, un cas de Frankfurt est une situation dans laquelle un agent délibère sur le choix de faire A ou B, disons, en tenant les deux options pour possible donc. Or, il se trouve que faire B est en fait impossible pour lui, pour une raison qu'il ignore. Il ne pourra que faire A. Sauf que de toute façon, l'agent, après délibération, choisit par lui-même de faire A sans donc se sentir forcé dans son choix. Et on se demande alors, est-ce librement qu'il fait A? Le scénario à base de puces dans le cerveau et de meurtre, c'est celui que Harry Frankfurt avait proposé à l'origine, et c'est certes pas le plus élégant des cas de Frankfurt, mais ça m'intéressait de le présenter tel quel parce que les philosophes ont dit tellement de choses sur ce qui est intuitif ou non dans cette situation. Il y a vraiment toute une littérature sur les cas de Frankfurt, c'est pas pour rien qu'ils ont un nom à eux. Or, pour autant que je sache, les véritables intuitions communes, vraiment testées sur des gens, ça n'a pas beaucoup été étudié en philosophie expérimentale en fait. Et donc, résultat sur vos 11 000 réponses au questionnaire, c'est quand même un joli petit échantillon, il y a bien une majorité écrasante qui considère que Harry a agi librement. Alors c'est moins écrasant que pour le scénario 1 quand même, dans le scénario 1 ça dépassait 85%, là c'est plutôt 75% côté d'accord, 15 à 20% pas d'accord et 5 à 10% d'indécis, mais bon, c'est quand même massif. L'intuition de loin la plus commune, c'est que Harry, en tirant sur son voisin, a agi librement, et ceci même s'il ne pouvait pas éviter de tirer sur son voisin de toute façon dans ces circonstances. Donc voilà, premier coup dur pour la définition classique de la liberté, la possibilité réelle d'agir autrement dans les mêmes circonstances, ça ne semble peut-être pas si important que ça. Alors notez qu'on pourra tout de même sauver un sens plus faible de cette idée de pouvoir agir autrement dans une action libre, j'y reviendrai un peu plus tard. Mais en tout cas, le sens fort de possibilité réelle d'agir autrement dans les mêmes circonstances, ça semble quand même difficile à sauver. Alors passons au quatrième scénario qui lui testait plutôt l'autre condition classique de la liberté, la condition d'autodétermination, ou de ce que Kant appelait l'autonomie de la volonté, c'est-à-dire l'idée de se déterminer seulement soi-même à agir sans être déterminé par des facteurs extérieurs, ce serait ça être libre, ne pas être déterminé, mais se déterminer. C'est beau, putain. Dans ce quatrième scénario, on imagine des quadruplés qui ont donc exactement les mêmes gènes et sont séparés à la naissance et élevés par deux familles différentes. Bertrand et Bernard sont élevés par les Dubon qui valorisent la compassion et l'altruisme, tandis que Cédric et César sont élevés par les Ducon qui eux valorisent plutôt l'insensibilité et l'égoïsme. Donc gènes identiques mais deux éducations très différentes, et comme chacun sait depuis Maxime Le Forestier, Choisis pas ses parents, choisis pas sa famille. Arrivé à l'âge adulte, chacun des quadruplés va faire face au choix du scénario 1, c'est-à-dire tuer son voisin pour de l'argent. Bertrand et Bernard refuseront conformément à leurs valeurs, tandis que Cédric et César accepteront conformément à leurs valeurs eux aussi. Ce que je voulais rendre aussi clair que possible dans cet exemple, c'est l'idée qu'il y aurait, dans ce cas au moins, une influence déterminante de l'éducation sur le choix de Cédric et César. Au départ, ils ont tous le même lot génétique, mais il y a deux quadruplés qui, pas de chance, sont adoptés par les Ducon, et c'est cette circonstance purement hasardeuse à laquelle ils ne peuvent rien qui va déterminer que eux acceptent de tuer leur voisin pour de l'argent, tandis que leurs deux autres frères adoptés par hasard par une autre famille feront le choix opposé. Alors avant même de vous demander s'ils ont agi librement, je voulais m'assurer que vous preniez vraiment au sérieux l'idée que l'éducation Ducon ou Dubon a bien influencé de façon déterminante le choix de Cédric et César, et donc je vous demandais si vous étiez d'accord avec la phrase suivante: si Cédric et César avaient été élevés par la famille Dubon à la place de Bertrand et Bernard, ils auraient probablement adopté d'autres valeurs et refusé en conséquence de tuer leurs voisins. Et à cette question, vous avez été une majorité écrasante à pencher du côté d'accord. Et surtout, il y a un résultat remarquable, il y a seulement 3% qui penchent du côté opposé. Donc oui, l'idée d'une influence déterminante de l'éducation sur l'action de Cédric et César, vous la preniez globalement au sérieux sans problème et quasi personne ne la remettait en cause. Cédric et César sont tombés sur les Ducon et ils ont fait ce choix, mais si par hasard ils étaient tombés sur les Dubon à la naissance, ils auraient agi
autrement. Alors, est-ce que cette claire intervention du hasard et d'une influence extérieure déterminante dans le résultat de leur choix va faire qu'on ne considère plus leur action comme libre? Eh bah non, on retrouve une majorité écrasante qui considère que Cédric et César sont libres. C'est à peu près le même résultat que pour le scénario 3, hein. En gros 75% penchent du côté d'accord, 15% du côté pas d'accord et il y a 10% d'indécis. C'est propre et sans bavure. Donc voilà, coup dur encore pour la définition classique de la liberté, hein. On n'a pas besoin de supposer cette autodétermination, cette autonomie de la volonté qui se détacherait de toute détermination extérieure. Même quand la décision d'un agent est clairement déterminée, entre autres par un hasard extérieur, on peut être majoritairement enclin à reconnaître qu'il agit librement. Enfin, passons au 5e scénario qui est le plus radical. Je vous demandais en fait de faire l'hypothèse d'un univers déterministe et cyclique. Tout ce qui se produit sur Terre se serait donc déjà produit lors des cycles précédents et ça se produirait encore et encore à l'identique dans les prochains cycles. Alors certains se sont demandé à quoi servait cet aspect cyclique, hein, pourquoi pas juste supposer un univers absolument déterministe. Et bien en fait ça servait juste à enfoncer le clou déterministe le plus profondément, hein, à rendre aussi clair que possible que tout est déterminé, que rien ne peut se passer autrement, et pour cause, hein, ça s'est déjà passé et ça se passera à nouveau à l'identique encore et encore. Je crois qu'on peut pas faire plus radicalement déterministe que ça. Et donc en vous demandant d'imaginer l'action de Harry dans le premier scénario, mais en insistant sur le fait qu'il faut l'imaginer dans un cadre déterministe cyclique où cette action a déjà eu lieu encore et se reproduira à l'identique encore et encore, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que Harry a agi librement? Eh bien, c'est de loin la question dont les réponses sont les plus divisées, mais tout de même, 60% penchent du côté d'accord et 28% penchent du côté pas d'accord et le reste est indécis. Donc c'est nettement plus partagé, oui, mais il y a quand même une intuition largement majoritaire, hein, qui est 2 fois plus commune que l'autre, c'est l'intuition que Harry a agi librement. Et 40% sont même tout à fait d'accord avec ça. Ce dernier scénario, avec son déterminisme cyclique, ça présente l'avantage de contredire radicalement et sans ambiguïté les deux conditions du libre arbitre au sens classique. La possibilité alternative et l'autodétermination. Bah oui, clairement, il est impossible à Harry d'agir autrement et Harry est déterminé par l'univers tout entier qui s'est répété et se répétera encore et encore. C'est un peu un overkill ce scénario. Si la définition classique de la liberté était vraiment intuitive, notre intuition devrait hurler que les agents ne sont pas libres dans cet univers. Et ça n'a pas l'air de hurler tant que ça dans les réponses, au contraire. Et ce scénario permet aussi de tester directement et explicitement l'idée d'une incompatibilité entre le déterminisme et la liberté. On peut juste pas faire un scénario plus déterministe. D'autant plus que je me suis assuré que ceux qui répondent non seulement acceptent bien de faire l'hypothèse, mais aussi la dernière phrase de ma question réenfonce le clou en demandant explicitement de prendre en compte l'idée d'une répétition déterministe de la même action encore et encore. Je vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire de plus pour rendre claire et saillante cette idée du déterminisme universel dans l'esprit des participants. Alors en fait, entre temps, je me suis dit que les scénarios de boucle temporelle à la Un jour sans fin étaient peut-être mieux pour tester ça. Du coup, j'ai renvoyé un deuxième questionnaire. Moi, je l'ai fait là exactement au jour où je tourne ça. Du coup, mon mois du montage va sans doute faire un petit supplément là maintenant. Bon, alors effectivement, il faut que je vous fasse un supplément en voix off parce que les résultats que j'ai obtenus sont encore plus intéressants. J'ai donc envoyé un petit questionnaire bonus auquel vous avez quand même été plus de 4300 à répondre, hein, c'est pas 3 personnes. Et je vous présentais des scénarios à base de boucles temporelles d'une journée. Donc à la Un jour sans fin ou Edge of Tomorrow par exemple. Donc je présentais les choses comme ça, je disais, supposez que suite à une expérience de physique qui a mal tourné, vous avez déclenché une boucle temporelle et vous êtes la seule personne à en être consciente. Au début de chaque boucle, toute chose, sauf l'état interne de votre cerveau qui garde le souvenir des boucles précédentes, revient exactement au même état. Notez bien que je dis pas que toute chose se reproduit ensuite de la même façon, je dis seulement que ça revient au même état de départ. Et ma première question était justement, pensez-vous que toutes les personnes qui vous entourent dans la boucle temporelle se comporteront de la même façon tant que vous n'intervenez pas? Et en majorité, vous êtes complètement déterministe là-dessus. 73% répondent oui, ils répéteront toujours les mêmes comportements, contre 18% qui répondent non, certains comportements au moins seront différents d'une fois sur l'autre. Donc les intuitions déterministes sont plutôt très répandues sur ce type de cas. Et c'est ce qu'il y a de bien avec ces scénarios, ça rend très palpable et concrète l'idée que des personnes agissent de façon complètement déterminée. On imagine très bien le constater intuitivement par la répétition du même comportement encore et encore chaque jour.
Venaient ensuite les deux scénarios, et je vais pas vous les lire dans le détail parce que ce serait un peu long, vous pourrez le faire en arrêt sur image. En gros, il y avait un scénario avec une boucle déterministe et deux agents, Bob et Charlie, qui commettent chacun un meurtre si on n'intervient pas dans cette boucle. Et on peut facilement dissuader Bob de commettre ce meurtre en lui expliquant que quand même c'est pas bien, mais par contre on peut pas du tout dissuader Charlie à moins de le contraindre physiquement. Il est vraiment déter le type. Et puis il y avait aussi un scénario avec une boucle indéterministe, c'est-à-dire qu'en fait les comportements des agents obéissent à des probabilités d'occurrence et donc varient d'une boucle à l'autre. Et on a ainsi Harry qui commet donc un meurtre une fois sur deux, donc il y a vraiment un sens à dire qu'il peut le faire ou ne pas le faire, ça va vraiment varier d'une boucle à l'autre. Et dans tous ces scénarios, à chaque fois on imagine qu'on sort de la boucle sans pouvoir intervenir sur ce que font les agents, le temps reprend sa course normale et les agents donc commettent leur meurtre. Et je pose toujours les deux mêmes questions, l'agent a-t-il agi librement en tirant sur son voisin et est-il moralement responsable de son acte? Et ce qui est super intéressant dans vos réponses, c'est que malgré la diversité des cas, notamment 2 cas déterministes et 1 cas indéterministe, et en fait vos réponses sont quasiment les mêmes pour ces 3 agents. Aux yeux de 80% d'entre vous environ, ils ont agi librement. Oui, 80%, c'est beaucoup, c'est même légèrement plus que pour les scénarios 3 et 4 du premier questionnaire. Et si vous vous demandez ce qu'il en est pour la responsabilité morale, en gros c'est pareil, mais j'y reviendrai plus en détail plus loin. En tout cas, ce qu'on voit très bien sur la liberté, c'est que boucle déterministe ou indéterministe, les réponses sont globalement les mêmes. On considère très majoritairement que les agents agissent librement. Le déterminisme ou l'indéterminisme de la situation a beau nous crever les yeux, ça ne modifie pas ce jugement. S'il y a une intuition commune sur la liberté et le déterminisme, c'est plutôt celle-ci et pas le contraire. L'idée que le déterminisme s'oppose à la liberté, c'est une intuition de philosophe tout au plus, mais pas une intuition commune. Et encore, les philosophes n'ont pas des intuitions si différentes en fait. D'après mon questionnaire, les philosophes, ou en tout cas les personnes qui déclarent la philosophie dans leur domaine de compétences, sont plus enclins à reconnaître que Harry n'a pas agi librement, mais pas énormément plus. En fait, la majorité des philosophes aussi penche de l'autre côté. Donc en prétendant que la définition classique de la liberté est une conception intuitive, si bien qu'on devrait se moquer de ceux qui s'en écartent comme s'ils ne faisaient que jouer sur le sens des mots sans respecter leur véritable sens, c'est comme si les philosophes se trompaient sur leurs propres intuitions ou comme s'ils ne les prenaient pas vraiment au sérieux. Et effectivement à ce stade, je pense que beaucoup d'entre eux ont envie de juste balayer ce questionnaire en disant que ce sont juste des intuitions stupides, c'est superficiel et puis les scénarios sont pas clairs et on joue sur le sens des mots quand même. Ne jouez pas sur les mots. Mademoiselle de Ray. Mais je vais revenir plus loin sur ce genre d'argument. Avant ça, je voudrais qu'on fasse une petite conclusion sur l'ensemble des résultats qu'on a vus jusque-là. Ce qui ressort nettement de vos réponses, c'est que les intuitions communes sur la liberté dans les scénarios 3, 4 et 5 semblent contredire la définition classique de la liberté ou du libre arbitre. Contrairement à ce qu'on pense souvent, et notamment ce que mon moi d'il y a 5 ans pensait, cette définition classique ne s'ancre pas vraiment dans l'intuition commune, et il semble bizarre de faire de cette conception du libre arbitre finalement très inhabituelle, la conception que tout le monde devrait comprendre par défaut quand on parle d'agir librement. Pourquoi supposer qu'on parle de ça quand on parle d'action libre, d'agir librement ou de libre arbitre? Effectivement, ça semble tout à coup assez bizarre et injustifié. This, I think, is how most of us intuitively think of free will. Mais personne dit ça. Alors donc, ce caractère non intuitif du libre arbitre au sens classique, est-ce une grande découverte? Ça fait quand même quelques temps qu'on le soupçonne très fortement. Il y a déjà une poignée d'études en philosophie expérimentale qui pointent dans la même direction, et vos 11 000 réponses maintenant y ajoutent un élément de poids quand même. Donc bravo à vous, les 11 000, peut-être même 12 000 maintenant. Bon, de là, que fait-on? On va boire un coup, je sais pas? Alors pourquoi pas boire un coup, effectivement, ça fait pas de mal à ce stade. Mais aussi, on pourrait peut-être se mettre en quête d'une autre définition de la liberté. Ce serait pas mal comme idée. Ça peut occuper un dimanche soir, par exemple. Parce qu'en fait, cette définition classique de la liberté, les philosophes n'y adhèrent pas tous, très loin de là. Surtout parmi ceux qui connaissent un minimum le débat contemporain sur le free will. Oui, alors là, je dis free will comme un Jean-Claude Van Damme de la philosophie. Parce que le débat se fait surtout dans la philosophie analytique anglo-saxonne de fait. Et la position de loin la plus admise dans ce débat, c'est la position compatibiliste, c'est-à-dire la position selon laquelle le libre arbitre ne s'oppose pas au déterminisme. Par exemple, dans un sondage auquel ont répondu plusieurs milliers de chercheurs en philosophie, surtout nord-américains et britanniques, les compatibilistes sont 60% contre 25% d'incompatibilistes. En comparaison, dans mon sondage sur les philosophes et profs de philo français, je trouvais 60% d'incompatibilistes contre 30% de compatibilistes. Et vu que 90% au départ
par accepter au moins une condition de la définition classique du libre arbitre, ça veut dire qu'une bonne part de ces compatibilistes ne remettent pas en cause cette définition classique en fait. Donc je suppose qu'une partie se débrouille pour montrer pourquoi en fait cette définition classique n'est pas incompatible avec le déterminisme. Je sais pas trop comment ils font. Mais en tout cas, du côté du débat sur le free will dans la philosophie contemporaine anglo-saxonne, le compatibilisme au contraire repose presque toujours sur un rejet explicite de la définition classique de la liberté. Les compatibilistes préfèrent des définitions plus modestes du free will qui auront le mérite de correspondre mieux à nos intuitions et d'être surtout cohérentes et pertinentes par rapport à la façon dont nous concevons nos actions. Bon alors c'est quoi cette définition plus modeste? Alors on va pas se mentir, il y a presque autant de définitions du free will que de philosophes du free will. Mais quand même, on peut dire que le cœur de la définition sera presque toujours l'idée d'un contrôle sur son action. Et ne montez pas immédiatement sur vos grands chevaux déterministes en objectant que de toute façon on n'a jamais vraiment un contrôle absolu sur nos actions. On parle évidemment pas d'un contrôle absolu, ce serait quoi? S'affranchir radicalement de toute détermination et produire des miracles par le seul effet de sa volonté. Ça serait complètement con ce truc. Non, on parle bien sûr d'un type de contrôle relatif et limité. Faut bien voir que la notion de contrôle a toutes sortes de sens parfaitement compréhensibles qui n'impliquent pas de miracle. Par exemple, ma télécommande contrôle le prompteur, il y a bien un sens à dire ça. Bon, sauf quand ça bug. Alors le type de contrôle dont on parle quand on parle de liberté est différent et ça demande à être précisé, mais ce serait en tout cas un contrôle que Harry a typiquement sur son action dans le scénario 1 et qu'il n'a typiquement pas dans le scénario 2. Quels sont les critères de ce type de contrôle donc? Quels sont les facteurs susceptibles de l'augmenter ou de le diminuer? Est-ce qu'il y a différents degrés de contrôle? Et pourquoi ce serait un type de contrôle intéressant d'un point de vue pratique, moral, légal, politique? Pourquoi ce serait quelque chose qu'on devrait chercher à développer chez les agents? Eh ben ce sont d'excellentes questions et réfléchir à tout ça, c'est réfléchir au libre arbitre. C'est typiquement ce que font les philosophes du free will contemporain. Alors l'approche est plus modeste et moins métaphysique que ce à quoi vous vous attendiez peut-être, mais au moins c'est réfléchir à la liberté en un sens pas totalement déconnecté de ce que nous en comprenons intuitivement. C'est une idée plutôt sympa a priori, non? Alors comme j'ai dit, il n'y a pas aujourd'hui une conception compatibiliste du libre arbitre, mais plutôt une multitude de conceptions selon les auteurs qui se recoupent plus ou moins. Et je vais essayer ici pour finir de vous présenter rapidement les aspects les plus importants sans rentrer dans le détail et sans pouvoir être exhaustif évidemment. Un premier point sur lequel la plupart des auteurs s'accordent, c'est que le contrôle qu'on a sur ses actions quand on agit librement, ça doit être un type de contrôle qui justifie la responsabilité morale. C'est pour ça qu'en plus de la question sur la liberté dans le questionnaire, je posais toujours aussi la question de la responsabilité morale. Et les résultats du questionnaire sur ce point ont été un peu intrigants. Globalement, les réponses se ressemblent beaucoup, donc c'est plutôt cohérent avec cette idée d'un lien étroit entre les deux notions, mais vous avez toujours été un peu plus nombreux à soutenir que l'agent est responsable moralement. Environ 10% de plus à chaque fois. C'est vraiment très net. Je trouve ça intriguant parce que j'aurais plutôt parié l'inverse en fait. Je me disais qu'on a l'intuition que la liberté fonde la responsabilité morale, donc ce serait une condition nécessaire de la responsabilité morale, mais peut-être pas toujours suffisante. Et si tout le monde avait cette intuition, il ne pourrait pas y avoir plus d'attribution de responsabilité que d'attribution de liberté. Au mieux, il y en aurait juste autant. Mais donc non, tout le monde n'a pas cette intuition sur la nécessité de la liberté pour la responsabilité morale. Environ 10% attribuent la responsabilité sans reconnaître que l'agent agit librement. Je m'étais donc trompé sur ce que seraient les intuitions des gens et je confirme la règle que les philosophes anticipent mal les intuitions communes. Mais bref, la question de la responsabilité morale nous emmènerait trop loin et cet épisode est déjà un poil long, juste un poil. Je me contente de souligner cet aspect un peu intriguant des résultats, vous en ferez ce que vous voulez. Un deuxième point sur lequel la plupart des compatibilistes s'accordent, c'est sur le fait qu'agir librement suppose un certain processus de délibération chez l'agent. Ça permet de préciser l'idée générale de contrôle dont on parle pour l'action libre. Contrôle, c'est très vague certes, mais on peut l'expliciter maintenant. Ce serait le type de contrôle qu'exerce un agent quand il délibère sur diverses options et sur les raisons qu'il aurait de faire celle-ci plutôt que celle-là. Il y a deux éléments intéressants dans cette idée de délibération. D'abord, la délibération porte sur une multitude d'options que l'agent se représente comme étant possible pour lui. Ensuite, il y a la référence à des raisons d'agir qui vont déterminer le résultat de la délibération. Et vous aurez peut-être remarqué que ces deux éléments ressemblent un peu aux deux conditions de la définition classique du libre arbitre, possibilité alternative et autodétermination. Donc est-ce qu'on retomberait pas là-dedans en fait sans y prendre garde? Eh bien, regardons ça de plus près et commençons par le premier aspect. Dans une délibération, l'agent se représente diverses options et il ne sait pas, avant d'avoir arrêté sa délibération, quelle option il va choisir. Donc on peut dire que chaque option est
épistémiquement possible pour lui. Mais ça n'implique pas forcément que ce soit aussi réellement possible. C'est très important de bien comprendre cette distinction. Ce que j'appelle possibilité épistémique, ça représente un état d'incertitude pour un agent et pas forcément un état d'indétermination de la réalité. Un exemple simple pour le comprendre, c'est quand je mélange un jeu de cartes. À la fin, il est épistémiquement possible pour moi que la carte au-dessus soit un as de cœur, disons. Je peux même assigner une probabilité précise à cette éventualité, une chance sur 52 puisqu'il y a 52 cartes. Mais de fait, la carte du dessus, maintenant que le mélange est fini, n'est pas réellement indéterminée. Elle est ce qu'elle est, et si c'est en fait un as de trèfle, il n'était pas réellement possible à ce moment, dans ces circonstances, que ce soit autre chose qu'un as de trèfle. Ainsi, quand un agent délibère sur différentes options sans avoir encore fait son choix, il est incertain de ce qu'il fera, et ces options sont des possibilités épistémiques pour lui. Mais on a vu que dans certains cas, ce ne sont pas des possibilités réelles, typiquement dans les cas de Francfort, ou dans le déterminisme cyclique du scénario 5 par exemple. Dans ces cas, les options tirer ou ne pas tirer sur son voisin sont épistémiquement possibles pour Harry, mais il lui est réellement impossible de faire autre chose que de tirer sur lui. Et ça n'empêche pas que l'intuition commune soit qu'il agit librement dans cette situation. Ceci dit, cette condition de délibérer sur une multitude d'options qu'on tient pour possible, ça ne suffit pas. Le deuxième aspect de la délibération qui caractériserait l'action libre, c'est que ce qui l'emporte pour déterminer l'action, ce soit un certain type de raison d'agir. En effet, prenons un agent qui se représente deux options, disons A et B, qui délibère dessus en pesant les raisons qu'il aurait de faire A ou de faire B, et qui finit par faire A. Savoir s'il a fait A librement va dépendre des raisons qui l'ont finalement déterminé. Par exemple, si ce qui le motive, c'est la référence à une valeur morale, à un devoir de faire A, et que ce devoir fait vraiment partie de ce à quoi il s'identifie au plus profond de lui-même, eh bien on va plutôt considérer qu'il fait A librement. À l'opposé complet, si au moment de faire A, il finit en fait juste par céder à une pulsion incontrôlée, un TOC, eh bien on va plutôt considérer qu'il n'a pas fait A librement. Ou si quelqu'un lui met un pistolet sur la tempe en le menaçant de le tuer s'il ne fait pas A, et si c'est bien la peur de mourir qui le motive principalement à faire A, alors on va considérer là aussi qu'il ne l'a plutôt pas fait librement. En effet, le pistolet sur la tempe est une contrainte perçue comme extérieure, tandis que lorsque l'agent agit en étant motivé par des valeurs morales auxquelles il s'identifie, c'est plutôt une raison d'agir perçue comme intérieure. Alors il y a évidemment toute une palette de cas intermédiaires et une grande variété de types de raisons d'agir. À cet égard, il est illusoire de chercher une frontière nette entre des actions complètement libres et des actions complètement contraintes. Comme beaucoup de concepts, celui d'action libre aura en fait des degrés et des bords flous. C'est comme être chauve ou chevelu. Bon, il y a des cas où c'est clair, mais il y a aussi beaucoup de cas intermédiaires. Par contre, toi, t'es clairement chauve. De la définition classique du libre arbitre, il y avait la condition d'autodétermination, vous vous souvenez? Et ces histoires de raison d'agir intérieure plutôt que contrainte extérieure, ça peut faire écho à ça, non? Vous voyez voir que c'est pas équivalent. La condition d'autodétermination de la définition classique excluait vraiment toute idée d'une détermination extérieure. Donc c'est faire comme si pour agir vraiment librement, il faudrait que notre raison d'agir surgisse en nous de nulle part par le seul effort de notre volonté, sans causalité préalable. On a un peu l'impression que c'est pousser l'exigence d'intériorité jusqu'à absurde. En fait, personne ne pense ça. Il n'y a rien de plus banal que de reconnaître par exemple que l'éducation influence profondément nos valeurs morales et donc que ces raisons d'agir qui sont typiquement perçues comme intérieures ne sont pas causalement déconnectées du monde extérieur, évidemment. On pourrait dire qu'elles sont intériorisées plutôt que absolument intérieures. Et notez que ça suffit pas que ce soit intériorisé, il faut aussi que le processus d'intériorisation lui-même ne soit pas perçu comme contraint. Typiquement, un lavage de cerveau pourrait forcer l'intériorisation d'une norme et on aura sans doute plus de mal à accepter qu'une personne agit librement en étant motivée par cette norme issue d'un lavage de cerveau. Et il va y avoir tout un dégradé de gris entre ce cas-là et le cas d'un simple processus d'éducation et de socialisation normale qui aboutit lui aussi à l'intériorisation de normes. Et sans doute qu'il n'y a pas vraiment de cas pur. Encore une fois, il y a du flou, c'est pas absolu, mais il y aura des différences de degrés qui nous sembleront claires entre le pur lavage de cerveau et une éducation normale, disons. Agir librement, donc, ce serait, pour le résumer de la façon la plus simple possible, agir après délibération sur différentes options en ayant une bonne raison plutôt qu'un pistolet sur la tempe. On pourrait appeler ça des actions délibérées, tout simplement. Les théories compatibilistes du libre arbitre aujourd'hui vont beaucoup varier dans les détails d'un auteur à l'autre, mais en général, on retrouvera en son cœur une idée de cette sorte. Le libre arbitre des compatibilistes est plutôt modeste donc, et si vous étiez habitué à la définition classique du libre arbitre, vous pourriez avoir du mal à accepter de faire du libre arbitre quelque chose d'aussi modeste. Vous vous direz,
non, la liberté ça doit être un truc plus profond que ça, métaphysiquement parlant. On peut pas la réduire à un pauvre agent qui délibère comme ceci ou comme cela. Comme le dit Kant, c'est pas possible que ce soit un truc aussi bête qui ait fasciné les philosophes pendant si longtemps. Et pourtant, si, en fait. Quand on regarde comment on comprend intuitivement la liberté, c'est plutôt quelque chose dans ce goût-là. Et finalement, elle est très bien, cette notion. C'est un libre arbitre que ça vaut le coup d'avoir. Pour reprendre une expression typique de compatibiliste, a free will worth having. A free will worth having. A free will worth having. J'ai un super accent, sérieux. En quel sens ça vaut le coup de l'avoir, ce free will worth having? Notez que tous ceux qui nient le libre arbitre reconnaissent quand même qu'il y a quelque chose de particulier aux actions qu'on fait après une délibération réfléchie, et que notre capacité à faire ces actions délibérées mérite d'être cultivée, d'être étendue. Et on peut aussi noter que ça a un lien avec des dimensions morales, légales, et notamment que la justice doit bien sanctionner au moins certaines de ces actions délibérées si on veut pouvoir vivre ensemble, etc. Bref, on sent bien, même chez ceux qui ne veulent pas parler de libre arbitre ni même de responsabilité morale, la nécessité d'un concept pour désigner ce type d'action particulière issue d'une délibération réfléchie sans contrainte extérieure. Alors pourquoi pas leur donner un nom à ces actions, hein? Pourquoi pas, libre, agir librement, ça sonne super bien et il se trouve que cette expression désigne déjà intuitivement à peu près ça et rien de plus. C'est un beau coup de chance ça quand même, hein. C'est pas tous les jours que le langage nous tend un truc pareil. En fait, la définition classique du libre arbitre, elle donne l'impression que des philosophes à un moment de l'histoire de la philosophie ont eu envie de gonfler de métaphysique ces actions qu'on appelle communément libres, en supposant d'une part que les différentes options sur lesquelles on délibère doivent être des possibilités réelles dans les mêmes circonstances, et d'autre part que nos bonnes raisons d'agir doivent être radicalement séparées causalement du reste de la nature. Alors ce serait très satisfaisant si c'était le cas, et puis ce serait bien pratique pour disculper Dieu de la responsabilité du mal, tiens. On pourrait rappeler que Augustin avait peut-être un petit peu ça en tête quand il introduit cette notion, parce que oui, ça vient de lui, cette conception particulière du libre arbitre. Bon, après c'était repris par plein d'autres, mais bon bref, juste non les gars, vous aviez tort là-dessus, complètement tort, hein. Tout ce décorum métaphysique derrière les actions qu'on appelle libres, ça n'a pas lieu d'être, et c'est peut-être même pas cohérent du tout d'ailleurs. Mais en supprimant cette excroissance métaphysique, certains ont cru qu'ils supprimaient le libre arbitre du même coup, comme si ce qu'on appelait libre arbitre depuis le début, c'était seulement cette excroissance. Or, pas du tout. Peu importe les grandes idées des théologiens ou des métaphysiciens, on continuera d'exercer un certain contrôle sur nos actions en délibérant sur différentes options, tout ça, et on continuera d'appeler ça agir librement. Si on perd l'idée qu'il faut forcément que ces options soient des possibilités réelles dans les mêmes circonstances et que nos raisons d'agir échappent entièrement à l'ordre causal, ok, oublions ça, on s'en remettra. Et si vous n'aviez même jamais pensé à ces trucs métaphysiques, savoir qu'on a réfuté cette excroissance du libre arbitre est aussi intéressant que d'apprendre que l'antéléchie n'est que chimère. Le libre arbitre au sens classique, c'est vraiment aussi désuet et technique que ça. L'antéléchie n'est que chimère. Mais personne dit ça. Bon, je me dis qu'il faudrait songer à conclure là, mais il y a un dernier point que j'aimerais aborder. Je pense que vous percevez mieux maintenant le désaccord entre les incompatibilistes classiques qui entendent le libre arbitre selon la définition classique donc, et les compatibilistes contemporains qui l'entendent selon une définition basée plutôt sur le contrôle, la délibération, etc. Et vous vous dites peut-être, ok, quand même tout ça c'était juste une querelle sémantique, hein, une dispute sur le sens des mots. Est-ce que c'était vraiment si important? Sur quoi porte le désaccord au-delà du sens des mots? I also find it unenlightening to have an argument about the use of words. That's just verbal acrobatics. Verbal acrobatics. Déjà, on peut noter que ce désaccord sur le sens des mots était largement ancré dans un désaccord sur ce que sont les intuitions communes sur la liberté et le libre arbitre. How most of us intuitively think of free will. Let me tell you what's wrong with this intuitive idea. En tout cas, pour ma part, par exemple, j'ai longtemps pensé que ces intuitions étaient au moins pas trop éloignées de la définition classique. Et j'avais juste tort sur ce point. Et ça fait que lorsque j'entendais un compatibiliste proposer une de ces définitions modestes du libre arbitre comme ils ont le secret, je lui riais franchement au nez en disant Ne jouez pas sur les mots, mademoiselle de Ray. L'accusation de tour de passe-passe sémantique contre les compatibilistes, ou de misérable subterfuge, j'ai pas été le dernier à le porter, vraiment. Mais rétrospectivement, je me dis que j'avais vraiment tort. S'il y a quelqu'un qui joue sur le sens des mots, involontairement peut-être, c'est le philosophe incompatibiliste avec sa définition classique du libre arbitre qui insuffle des présupposés métaphysiques là où il n'y a pas lieu d'insuffler quoi que ce soit. Et qui en plus bien souvent ne fait ça que pour se donner ensuite un malin plaisir à les démonter et à épater la galerie en concluant vous savez, nous ne sommes pas libres de nos actions en fait. Ouvrez les yeux, pauvres naïfs que vous êtes. Nous ne sommes pas réellement libres de nos actions. En tout cas pas au sens où nous avons défini la liberté. Je veux pas dire, mais définir le libre arbitre comme une chimère métaphysique puis expliquer que cette chimère n'existe pas,
Si j'étais le premier zététicien venu, je dirais que ça s'appelle faire un homme de paille. Homme de paille! Pendant longtemps, j'ai commis cet homme de paille sans m'en rendre compte, mais une fois qu'on sait qu'en fait l'intuition commune n'a rien à voir avec notre chimère métaphysique, pourquoi continuer d'en parler comme si c'était le sens pertinent? Franchement, pourquoi? À la limite, si vous croyez en cette chimère, pourquoi pas, mais si vous n'y croyez même pas, pourquoi? Alors certains continueront de s'accrocher à cette chimère en disant que quand même, ça doit être ça le sens profond du mot liberté, hein. Les gens s'en rendent peut-être pas compte eux-mêmes, parce qu'ils sont trop superficiels pour ça, mais quand on dit qu'on a agi librement, ce qu'on veut dire au fond, c'est qu'il aurait été possible, réellement possible dans les mêmes circonstances, d'agir autrement, et qu'on s'est extrait de tout déterminisme pour agir selon ce qu'on voulait seulement. Si, c'est ça que tu penses, hein, si. Tu sais pas que tu le penses, mais tu le penses au fond. Non. Déjà non, je suis désolé, pas du tout. Ok, bon là je caricature un peu, mais ce que je veux dire c'est que s'accrocher en dépit de l'intuition commune à cette compréhension bizarre du libre arbitre, ça a un effet sur la façon dont on perçoit les désaccords sur la question du libre arbitre. En gros, un prof de philo qui est attaché à cette définition classique du libre arbitre et qui fait un cours sur le déterminisme, il peut exprimer son point en disant, eh bien, on est déterminé et ça implique qu'on n'est pas vraiment libre vu que liberté et déterminisme sont incompatibles. Alors qu'est-ce que vous dites de ça les enfants, hein? Ça vous en bouche un coin. Mais à la fin du cours, il peut être sûr qu'il aura des élèves qui lui diront quelque chose du genre non mais désolé, c'était très intéressant ce que vous disiez sur le déterminisme, mais je pense quand même que je suis libre. Genre, si je commande une pizza, bah je suis libre de commander celle que je veux, personne ne me force, je vois vraiment pas le problème. Alors le prof répondra peut-être d'accord, et tu prends quoi librement? Bah je prends toujours une 4 saisons parce que je suis végé et parce qu'elle est trop bonne, et puis là j'ai faim. Mais justement, n'est-ce pas ton corps qui te détermine à avoir faim? Ben oui, si je veux manger une pizza, c'est parce que j'ai faim. Et ne sont-ce pas tes conditions socio-économiques qui fait que tu es devenu végétarien et que tu préfères ainsi la 4 saisons? Bon, ok, ça vient peut-être de mon milieu, de mon éducation, ou des conditions initiales de l'univers, même si vous voulez. De toute façon, ça n'empêche pas de le faire librement, parce que là, personne me force à prendre la 4 saisons plutôt qu'autre chose. Je la prends parce que j'en ai envie, parce que ça me paraît une bonne idée. Je comprends vraiment pas pourquoi vous vous dites que je fais pas ça librement. Et là, ou bien vous vous découvrez compatibiliste soudainement et vous dites bah en fait il a raison, c'est moi qui définis liberté d'une manière totalement claquée au sol, ou bien vous allez vous dire quelque chose du genre au fond de lui il croit pas vraiment être déterminé, hein. Il a pas dû vraiment comprendre mon cours ni l'amère vérité que j'essayais de lui expliquer, pauvre naïf qui se croit libre. Vous êtes obligé de ne pas prendre au sérieux une partie de ce qu'il dit et typiquement d'attribuer aux gens qui se disent libres une sorte de scepticisme inavoué à l'égard de l'idée qu'ils soient déterminés, souvent même en dépit du fait qu'ils disent le contraire. Ils ont beau le dire, au fond d'eux, ils n'y croient pas vraiment ou ne se rendent pas compte qu'ils ont des croyances incohérentes en fait. Donc ils sont soit de mauvaise foi, soit stupides en somme. Un compatibiliste par contre n'aura pas du tout la même lecture de la situation. Pour lui, l'élève dit qu'il est libre dans son choix de pizza, tout simplement parce qu'il sait qu'il y a d'autres options de pizza disponibles et qu'il choisit la 4 saisons en accord avec ses valeurs et ses goûts culinaires. Personne ne le force, c'est très juste. Ça n'exclut pas qu'il reconnaisse aussi volontiers que son corps le détermine à vouloir de la nourriture et que s'il est devenu végétarien plutôt que chasseur, ça tient au hasard de la naissance dans tel milieu plutôt qu'un autre et pas à une force profonde de sa volonté qui se serait reconnue végétarienne en dehors de toute détermination extérieure. Bref, on prend au sérieux ce qu'il dit directement. Mais du coup, il y a bien un désaccord de fait entre incompatibiliste et compatibiliste sur la psychologie de cet élève. Pour le compatibiliste, il n'y a pas de raison particulière de remettre en cause ce que dit l'élève, tandis que pour l'incompatibiliste, l'élève est soit secrètement de mauvaise foi, soit inconsciemment incohérent. Et un peu stupide de pas le reconnaître alors qu'on lui explique. Mais bon, il tient tellement à continuer de se croire libre. À chaque fois, je fais un petit geste. Petite note en passant, surtout quand on parle de déterminisme sociaux, il y a une sorte de chic intellectuel à toujours mettre de lourds guillemets à libre. Les agents économiques sont libres de suivre leurs préférences, bien sûr. Comme si utiliser le mot libre sans ironie, sans guillemets, ça revenait à révéler qu'on croit naïvement qu'il n'existe aucune forme de déterminisme. Oui, bien sûr, tu es libre de choisir ta pizza de bobo vegan, Jean Eustache. That thing you call free will, this non-existent free will. Plutôt que forcer sur les guillemets, on pourrait sinon prendre au sérieux ce que les gens répondent et utiliser le vocabulaire du libre arbitre d'une façon qui ne s'éloigne pas trop de leur conception intuitive. Ça paraît plus sympathique et surtout ça pourrait beaucoup faciliter notre compréhension mutuelle. Et ça me paraît pas mal d'essayer de se comprendre mutuellement, non? D'accord, faisons comme ça. En somme, pour exposer la même idée, par exemple que nous sommes largement déterminés dans nos actions par les facteurs X et Y, on a le choix entre dire vous êtes largement déterminé par X et
Y et donc vous n'êtes pas libre. Ce qui fera naturellement naître une objection de forme bah si, je crois qu'on est libre quand même, enfin je sais pas, c'est bizarre. Et s'en suivra un débat de sourds du type que j'ai déjà mentionné plus haut, qui ne vous avancera pas à grand chose. Vous arriverez seulement à la conclusion que votre objecteur ne comprend pas vraiment ce que veut dire être libre ou ne croit pas vraiment être déterminé par X et Y ou qu'il est trop idiot pour se rendre compte que c'est incohérent. Quant à votre objecteur, au mieux il se dira que les philosophes ne comprennent rien à la liberté, ce qui est plutôt vrai. Au pire il se dira qu'il est effectivement idiot parce qu'il ne comprend pas de quoi parlent les philosophes. Mais on pourrait très bien faire autrement, on pourrait expliquer pourquoi on est largement déterminé par les facteurs X et Y en disant tout simplement, eh bien vous agissez librement, certes, c'est-à-dire que vous faites des actions en délibérant sur différentes options, etc. Et c'est juste ça que ça veut dire agir librement. On peut même appeler cette capacité à faire ce type d'action délibérée le libre arbitre, ce serait assez juste, mais il se trouve que ce processus de délibération, autrement dit l'usage que vous faites de votre libre arbitre, eh bien c'est largement déterminé par les facteurs X et Y. Voilà tout. De façon générale, agir librement, ça n'exclut pas que vous soyez déterminé par toutes sortes de facteurs à agir librement de telle façon plutôt qu'une autre. Et c'est intéressant de l'étudier du coup. Des questions? En fin de compte, il me semble bien que c'est exposer la même idée. Dans les deux cas, on parle du déterminisme, d'être déterminé par X et Y, mais la deuxième approche me semble bien plus immédiatement compréhensible. Ça ne demande pas de contorsion sémantique à votre interlocuteur, tout au plus ça peut l'amener à mieux cerner ce qu'il entend intuitivement par agir librement, et c'est toujours ça de prix. Et pour cette raison, je pense que c'est clairement à préférer. Qu'est-ce qui justifie de suivre l'autre approche, franchement? Supposez qu'un neuroscientifique définisse l'amour comme l'effet d'une petite flèche lancée par un chérubin invisible. Est-ce qu'on le trouverait très profond d'avoir prouvé que l'amour n'existe pas puisque les chérubins invisibles n'existent pas? Non, on aura plutôt envie de lui dire, peut-être que certaines personnes ont pu à un moment s'imaginer des chérubins invisibles pour expliquer le sentiment amoureux, mais ça ne viendrait à l'idée de personne, surtout aujourd'hui, de définir l'amour comme ça. En fait, tout ce que tu as prouvé, c'est qu'il n'y a pas de chérubins. Et c'est pas une nouvelle incroyable. Et ben quand mon moi d'il y a 5 ans, ou le premier Samaris ou Sabine Ossenfelder venu vous définit le libre arbitre comme un truc de petits chérubins qui font des miracles dans la tête des gens, et vous explique ensuite que la liberté n'existe pas puisque les chérubins n'existent pas, je vois pas pourquoi il faudrait réagir autrement. Arrêtez avec les chérubins, bordel de merde. Personne ne parle de chérubins. Personne. Une des premières grosses recherches en philosophie expérimentale, c'était justement d'étudier le concept ordinaire de liberté. D'autres cas qui ont été donnés, c'est celui d'un monde en fait qui subit un peu l'éternel retour, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le monde se détruit, puis se recrée et tout se passe à l'identique éternellement. Puis on demande aux gens si une personne fait quelque chose de mal dans un monde comme ça, ou donc elle refait toujours la même chose à chaque fois, est-ce que cette personne elle est moralement responsable de ses actes? Et puis en fait, il y a quand même 2 tiers, 3 quarts selon les... il y a des variations. Les gens qui vont dire oui, il n'y a pas de problème. Et j'avais tellement de conférences ou de cours que je suivais qui par ailleurs étaient très bons, mais qui partaient avec l'idée que c'était évident que l'action libre, la vraie action ne pouvait pas exister dans un monde déterministe, que voilà, c'était juste le point de base. Effectivement, je partais un peu de ce concept très philosophique de liberté qui est opposé à déterminisme, mais je m'étais jamais vraiment posé la question sur le fait que, intuitivement, en fait, on met pas exactement la même chose sous le terme liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je pourrais faire des blagues sur le fait que vous étiez libre de la regarder, mais je suis juste trop épuisé à ce stade pour y arriver. Il est sérieusement 2h30 du matin et j'ai commencé à 21h. J'ai quand même envie de vous dire qu'il y a plein de choses très intéressantes dans le débat contemporain sur le libre arbitre. J'ai essayé de rester général dans ma présentation des compatibilistes justement parce que c'est un type de position très partagé et je voulais me concentrer sur ce qui est commun chez eux plutôt que sur un type précis de compatibiliste. Je vous mettrai une petite sélection de liens dans la description pour aller voir les choses de plus près si ça vous intéresse. Le questionnaire de la dernière fois et puis aussi un supplément sur les boucles temporelles, tout ça reste en ligne et vous pouvez continuer de les remplir pour le fun, mais je vais extraire les résultats tels qu'ils sont maintenant au moment où sort la vidéo et on va dire que l'expérience est officiellement terminée. Je préfère clore les choses ainsi parce que si vous passez le questionnaire après avoir vu cette vidéo, vos réponses risquent d'être quand même pas mal influencées, donc voilà. Merci à toutes celles et ceux qui soutiennent la chaîne sur les plateformes de dons Utip et Tipeee. Merci aussi pour vos 11 000 participations à ces questionnaires. La vidéo a plutôt pas du tout marché, ça m'a un peu foutu un coup au moral pour tout dire. D'autant plus que je devais ensuite écrire, monter, tourner cette très grosse vidéo sans savoir si ça fera pas un autre flop encore plus retentissant.
J'espère que non, franchement. Mais en tout cas, malgré peu de vues sur la vidéo précédente, vous avez été très nombreux à participer, hein, une participation pour 4 vues quasiment, c'est vraiment cool, merci. J'en conclus que ça vous a plu et peut-être donc je referai ça à l'occasion parce que c'était fort instructif, hein, on fait progresser la connaissance, c'est beau. Je dois aussi remercier Patrick Beau avec qui j'ai tellement discuté de tout ça pendant ces derniers mois. Il s'est découvert compatibiliste et en immense curieux qu'il est, il a lu tout ce qui s'écrivait sur le free will, c'est vraiment impressionnant. Et discuter avec lui, ça m'a vraiment donné l'impulsion pour faire ces vidéos. Je l'ai fait quand même librement, hein, il m'a pas mis de pistolet sur la tempe. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et n'ayez pas peur d'utiliser libre sans guillemets. Il faut sortir la liberté de ces guillemets.